Bonjour à tous. Après Gran Torino, Clint Eastwood entame une nouvelle période avec un biopic sur Nelson Mandela. Pour cette nouvelle vidéo, j'ai trois invités. Laurie Beauvillain, designer éco-responsable, pour nous parler du film. Julien Camille, il va nous parler rugby. Il est l'auteur de ce livre indispensable Sport et cinéma. Et le jeune guitariste Nils Dono-Laval, qui va nous jouer la musique du film. Bref, le programme est dense. Voici l'essentiel sur Invictus. Invictus de Clint Eastwood, 2009. En 1990, Nelson Mandela est libéré de prison. 4 ans plus tard, il est élu président de l'Afrique du Sud. Une de ses mesures pour réunifier le pays est de choisir le langage universel du sport. Il convoque le capitaine des Springboks, l'équipe nationale de rugby. Elle symbolisait la suprématie des Blancs pendant l'apartheid. Il lui demande de gagner la Coupe du Monde, qui se déroulera dans le pays en 1995. Morgan Freeman incarne Nelson Mandela. Il a déjà joué dans Impitoyable et $1 Million Baby. C'est un événement qui a bouleversé le monde, dit Morgan Freeman de l'histoire que raconte le film. Matt Damon incarne François Pienaar, le capitaine de l'équipe d'Afrique du Sud de rugby. Il est connu pour ses rôles dans la franchise Ocean's 11 et surtout Jason Bourne. Un an après Invictus, il retrouvera une seconde fois Clint Eastwood pour Au-delà. Scott Eastwood incarne le numéro 10, Joel Stransky. Il a déjà joué dans 2 autres films de son père, Clint Eastwood. Et là, regardez bien, on aperçoit brièvement Clint Eastwood lui-même encourager chaleureusement les Springboks. Enfin, Johan Lomu, le bulldozer néo-zélandais qui joue à la finale pour les All Blacks, est interprété par Zach Feonati de l'équipe des Samoa. La Warner Bros. Et Malpaso, la société de Clint Eastwood, reçoivent le soutien de Spyglass pour cette production qui demande de gros moyens pour la reconstitution des matchs. Anthony Peckman écrit le scénario. Il est aussi l'auteur du Sherlock Holmes de Guy Ritchie. Il adapte le livre Playing the Enemy Nelson Mandela and the Game That Made a Nation de John Carlin. Il est spécialiste de l'Afrique du Sud au quotidien londonien The Independent. Lors de la finale, tous les rêves de Nelson Mandela sont devenus réalité, dit John Carlin. Cette musique que vous entendez est la principale du film. Kyle Eastwood, le fils de Clint Eastwood, compose ce très beau thème d'Invictus. On retrouve toute l'équipe fidèle à Clint Eastwood. Tom Stern est à la photographie. Il doit s'adapter à la lumière particulière du continent africain. Joel Cox et Gary Roach au montage. Ils ont la tâche difficile de monter les séquences de match. Le football et le rugby ont la réputation d'être des sports difficiles à reproduire au cinéma. James Murakami pour les décors. Il fait un travail de recherche long et difficile pour remettre le Ellis Park Stadium de Johannesburg tel qu'il était 15 ans auparavant. Deborah Hooper est au costume. Elle dessine les tenues sportives telles qu'elles étaient en 1995. Les shorts étaient plus courts et les maillots étaient en coton, maintenant c'est en synthétique, dit-elle. Enfin, il faut préciser qu'Invictus est le seul film de Clint Eastwood à n'avoir pas été tourné aux États-Unis. Toute l'équipe se déplace en Afrique du Sud pour le tournage, faisant ainsi de cette production une des plus importantes de l'histoire du pays. Invictus est le premier film d'une nouvelle période dans le cinéma de Clint Eastwood. Elle va être consacrée à des personnages de la réalité, comme J. Edgar Hoover par exemple, qui sera joué par Leonardo DiCaprio. Cette période se combine avec celle de son ami Steven Spielberg. En effet, autour de 2009, on croise, chez ce dernier, des films comme Munich en 2005 ou Lincoln en 2012. Comme il l'a fait avec Gran Torino, Clint Eastwood présente dans un premier temps 2 espaces totalement séparés qu'il va réunifier. Dans Gran Torino, il s'agissait de 2 maisons, celle de Walt Kowalski, le patriote raciste, et celle des Wrangler, des Asiatiques Hmong issus de l'immigration. Dans Invictus, cette séparation physique et sociale se joue au niveau de la nation. Dans un prologue salué par l'ensemble des critiques, le réalisateur nous montre une route. D'un côté, les Blancs qui jouent au rugby, le sport des riches, et de l'autre côté, les Noirs qui jouent au football, le sport des pauvres.
Sur cette route passe une voiture qui transporte Nelson Mandela, qui vient d'être libéré de prison. La voiture est alors comme le curseur en métal d'une fermeture à glissière qui va rassembler les deux espaces. Clint Eastwood doit ensuite mettre en scène un récit qui appartient à la catégorie des histoires connues d'avance par le public. La question n'est pas est-ce que l'Afrique va gagner la Coupe du Monde, car tout le monde le sait déjà, mais comment l'Afrique va gagner la Coupe du Monde. Libéré du suspense narratif, le réalisateur a ainsi tout le temps de privilégier certains moments de l'histoire de cette victoire historique. Comme par exemple Nelson Mandela parvenant à convaincre les membres de la NSA de ne pas débaptiser les Springboks en Proteas. Ou son entretien avec François Pinard, pendant lequel il lui demande de gagner la Coupe du Monde. Ou encore les Springboks improvisant une leçon de rugby avec les enfants noirs d'un township du pays. Et bien sûr, la grande séquence de la prison que Laurie Beauvillain évoquera dans un instant. Ces grands moments de l'histoire du cinéma conduisent le spectateur aux 45 dernières minutes du film, consacrées à la Coupe du Monde de rugby, qui vont faire monter l'émotion et galvaniser le spectateur. L'ensemble du film est accompagné de 3 récits secondaires. Celle des rapports multiraciaux forcés entre la nouvelle équipe de sécurité et celle de l'ancien président Frédéric de Klerk. Celle des relations tendues entre Nelson Mandela et sa fille Zinzi, qui n'accepte pas les compromis de son père avec les Afrikaners. Et celle avec les parents de François Pinard, ils symbolisent les blancs de l'apartheid qui vont progressivement accepter la réunification. Je laisse la parole à Laurie Beauvillain. Le film est un biopic sur Nelson Mandela, mais il ne raconte qu'une brève période de sa vie. Il débute avec sa libération au bout de 27 années de prison, et se termine 5 ans plus tard avec la victoire des Springboks en finale de la Coupe du Monde de rugby. Entre-temps, il devient le premier président noir d'Afrique du Sud. Il entame son projet de réunification pour n'obtenir qu'une seule communauté, une question qui ne se posait pas pendant l'apartheid puisque les Blancs et les Noirs étaient séparés. Pour arriver à cette réconciliation difficile, l'un des moyens dont il va se servir est le rugby. C'est cette histoire que Clint Eastwood décide de raconter dans le détail. En choisissant de favoriser le rugby, il crée la surprise chez ses anciens collaborateurs de l'ANC, dans sa famille et pour une grande partie de la population. Le rugby était un des symboles de l'apartheid tant il était important pour les Afrikaners. Il décide donc de ne pas privilégier le football, sport des Noirs et des pauvres, comme tout le monde s'y attendait. Nelson Mandela fait ce rêve qui ne représente pas ce qui va réellement se passer dans le pays. C'est ce rêve du président qui va passionner Clint Eastwood. Invictus est donc, de fait, très éloigné de la quasi-guerre civile que le pays va connaître. Ça n'intéresse pas le réalisateur de proposer un état des lieux de l'Afrique du Sud au début de la présidence de Nelson Mandela. Il veut rendre hommage à la volonté d'un homme qui avait toutes les armes pour se venger de ses bourreaux qui l'ont maltraité pendant 20 ans et qui n'en fera rien. Quand on dit ça, ça ne vous rappelle pas l'histoire d'un homme qui avait toutes les raisons de provoquer un carnage et qui n'en fera rien ? En effet, Clint Eastwood raconte à l'échelle d'un pays ce qu'il racontait à l'échelle d'un homme avec Gran Torino. L'intelligence et la roublardise de cet homme d'État qui va prendre tout le monde à contre-pied ne pouvaient que forcer le respect de Clint Eastwood. Si un acteur est né pour incarner Nelson Mandela, c'est bien Morgan Freeman. Le mimétisme à tout point de vue entre les deux hommes est évident. Il rappelle par exemple l'incroyable ressemblance entre Gandhi et Ben Kingsley qui l'avait conduit directement à l'Oscar. Ce fut presque le cas pour Morgan Freeman. Il est nommé pour le rôle mais battu par Jeff Bridges pour Crazy Heart. Morgan Freeman l'avait déjà reçu pour son rôle dans $1 Million Baby. Jeff Bridges fut le jeune partenaire de Clint Eastwood dans Le Canardeur de Michael Cimino 35 ans auparavant. L'amitié entre Morgan Freeman et Clint Eastwood se voit à l'écran tant le jeu de l'acteur déborde de générosité pour son réalisateur. La performance qu'il livre est autant le résultat de son engagement politique que son respect pour Clint Eastwood. Il prépare son rôle avec un professionnalisme qui force le respect. Ce sont par exemple de longs moments d'entraînement pour devenir droitier ou le visionnage de discours de Nelson Mandela pour adopter sa gestuelle et son élocution. Sans parler de leurs nombreux échanges avant et pendant la production. Dès que Clint Eastwood annonce la préparation du film à l'ex-président de l'Afrique du Sud, ce dernier accepte à condition que ce soit Morgan Freeman qui l'incarne. Nelson Mandela tente un pari insensé. Pour les raisons que nous avons évoquées, il demande à François Pienaar, le capitaine de l'équipe nationale de rugby, de gagner la Coupe du Monde. I think he wants us to win the World Cup. Elle sera accueillie par l'Afrique du Sud du 25 mai au 24 juin 1995. La dernière heure du film est consacrée aux dernières étapes de la compétition. Clint Eastwood reconstitue les matchs suivants, tous gagnés par les Springboks. Le match d'ouverture contre l'Australie au Cap, le quart de finale contre les Samoa occidentaux aussi au Cap, la demi-finale contre la France sous une pluie battante à Durban, et pour les 40 dernières minutes du film, la finale contre la Nouvelle-Zélande à l'Ellis Park Stadium de Johannesburg. Clint Eastwood reproduit la remise de la coupe William Webb Ellis par Nelson Mandela à François Pienaar. Une image célèbre car elle montre le chef de l'État aux couleurs de l'équipe.
Julien Camille, spécialiste du sport au cinéma, répond à Fabrice Calzetoni sur la place du rugby dans le film. Matt Damon s'est entraîné pour être crédible en tant que joueur de rugby et surtout en tant qu'un joueur de rugby assez emblématique de l'équipe d'Afrique du Sud de cette époque, puis c'est le capitaine François Pinard qui était un des meilleurs joueurs à son poste de troisième ligne. Il fallait aussi être en forme pour sur le terrain être capable de faire les cascades que nécessitaient les scènes de rugby. Donc Matt Damon a fait pour s'entraîner beaucoup de musculation et une musculature qui ressemblait aux joueurs de rugby d'Afrique du Sud qui ont cette particularité d'énormément axer leur entraînement sur tout ce qui est musculation, force, j'irais même jusqu'à dire force brute, puisqu'ils sont connus les Sud-Africains, pour être une équipe plutôt brutale et qui ont un jeu rugueux. Les scènes de rugby filmées par Clint Eastwood sont plutôt jolies sur le jeu même du rugby, c'est-à-dire qu'il arrive à rendre compte de cette fluidité que le jeu de rugby peut avoir, de ces grandes envolées qu'il peut y avoir et qui sont coupées par des arrêts brutaux sur les plaquages ou quand deux joueurs se tamponnent sur le terrain. Et tous les acteurs sont plutôt justes en tant que sportifs. On sent que c'est un Américain qui n'a pas cette culture rugbystique, qui a plutôt la culture du football américain et qui se rend compte qu'au rugby, les mecs, quand même, ils se tamponnent à 30-35 km/h sans aucune protection, contrairement au football américain où ils sont casqués, où ils ont un équipement qui est extrêmement lourd et protecteur. Et donc ils voient un peu le rugby comme un jeu de brut, où les gens ne font que se tamponner, où il y a tellement peu d'évitement. Alors c'est vrai que le rugby maintenant a un peu tourné vers ça, il y a beaucoup plus de force brute, en tout cas de percussion, mais à l'époque, en 95, c'était encore un jeu d'évitement. En fait, il faut éviter l'adversaire. Pour marquer, il faut aller derrière la ligne d'essai. Et c'est dans le film où ça manque peut-être un petit peu, c'est ce jeu d'évitement. On s'est concentré vraiment sur les affrontements et les chocs qu'il peut y avoir entre les joueurs. Le rugby, c'est un jeu fractionné qui s'arrête beaucoup avec des temps morts, des temps longs où on s'ennuie parfois. Et d'un seul coup, paf, il y a une fulgurance. C'est plutôt concentré sur les moments forts et intenses ou les fulgurances des matchs de rugby, ce qui est, on va dire, un peu compréhensible. En vrai, il y a eu énormément de choses bizarres qui se sont déroulées à demi-finale. Les Français ont eu 4 essais refusés, une demi-finale qui n'aurait pas dû être jouée parce qu'il y avait trop d'eau, le terrain était impraticable. Et si elle n'était pas jouée, c'était la France qui était qualifiée pour la finale par rapport au règlement des matchs de poule avant. Mais elle s'est jouée. Et il y a évidemment ce fameux dernier essai que Abdelatif Benazi marque dans les dernières minutes. Tout le monde l'a vu valide. Benazi sait qu'il a aplati derrière l'essai, mais l'arbitre, lui, il décidera que l'essai n'est pas valide et qu'il n'a pas atteint la ligne d'en but. Finale de la Coupe du Monde, 2 jours avant ou 24 heures avant, toute l'équipe néo-zélandaise est prise de vomissements, intoxication alimentaire. Pendant la finale sur le terrain, il y a même des joueurs de l'équipe de Nouvelle-Zélande qui vont vomir. Et évidemment, elle n'est pas assez en forme à ce moment-là pour gagner. Et c'est l'Afrique du Sud qui gagne. Il y a le rugby à 13 et le rugby à 15. Et le rugby à 15, dans le cinéma, est toujours attaché aux valeurs. Le rugby à 13 au cinéma a toujours été montré d'un point de vue professionnel, c'est-à-dire les salaires, je vais me battre pour gagner mon emploi, ou il faut que je prouve que je suis bon dans l'équipe, et avec quelque chose de quelque part de beaucoup plus violent. Que dans le rugby à 15 au cinéma, c'est plus des valeurs. Le rugby à 15 va sauver des gens. Et Clint Eastwood se place exactement dans cette histoire du rugby à 15 au cinéma, c'est-à-dire défenseur de valeurs. Toutes les personnes de différentes couleurs, de nationalités, de religions, en fait, ils sont collés les uns aux autres. Et c'est ça la particularité du rugby qui est plutôt bien montrée, c'est qu'au rugby, en fait, on est tous les uns sur les autres, ils sont tous collés, ils sont tous peau contre peau, ils sont obligés de se serrer les coudes, se serrer vraiment entre eux, même si potentiellement l'Afrique du Sud a peut-être volé sportivement la Coupe du Monde, elle ne l'a pas volé dans les cœurs et on retient que cette victoire est sans doute un très beau symbole sportif. Et c'est ça qui est intéressant, je trouve, et qui manque peut-être dans le film de Clint Eastwood, cette transcendance sportive, on va dire, à travers ces arrangements avec le règlement, aurait été extrêmement intéressante à montrer malgré cet essai refusé, malgré l'intoxication alimentaire, malgré cette montre offerte à l'arbitre du match France-Afrique du Sud lors de la remise du trophée final par le président de la Fédération sud-africaine de rugby. Malgré tout ça, on retient que l'Afrique du Sud a gagné et c'est ça qui manque un peu, qui aurait été intéressant, de montrer ces zones d'ombre qui au final, c'est pas grave.
Le réalisateur expose la mise en place de la stratégie humaniste de Nelson Mandela. Le film propose des séquences de lutte pour la démocratie et la liberté. Toutes sont issues du courage d'un homme exceptionnel. Le grand moment du film est celui où les Springboks vont sur l'île de Robben Island. François Pinard visite la cellule de Nelson Mandela dans laquelle il a été incarcéré pendant 17 ans. Il prend conscience de ses conditions de détention. Ce choc est accompagné du poème Invictus, écrit par le Britannique William Henley, publié en 1888. Nelson Mandela adorait ce poème. Il raconte la force d'un homme privé de liberté mais à l'esprit invaincu. La dernière strophe est la plus significative. Peu importe à quel point la porte est étroite, à quel point le rouleau est chargé de châtiments, je suis le maître de mon destin, je suis le capitaine de mon âme. La cellule que visite Matt Damon est la cellule authentique. Bien qu'une cellule ait été fabriquée en studio, Clint Eastwood, en voyant la vraie, souhaite que la séquence soit tournée là. C'est donc une métaséquence car c'est autant Matt Damon que son personnage qui se rendent compte des conditions terribles de ces années d'emprisonnement. Clint Eastwood met en avant la grandeur et l'intelligence politique du pardon au nom du bien commun. C'est la grande force de ce film. Clint Eastwood, à 79 ans, réussit à sortir la même année Gran Torino et Invictus. L'origine de sa force et de son énergie reste encore aujourd'hui un mystère complet. Clint Eastwood n'a jamais gagné autant d'argent que pendant cette période. Il peut donc continuer de penser à produire des projets ambitieux. Pour son prochain film, il souhaite aborder un genre qu'il a simplement effleuré jusqu'à présent. En effet, sa prochaine réalisation sera bien un vrai film fantastique. Ce sera le très controversé Au-delà, et l'objet du prochain Essentiel. Bon film.